Bienvenue, vous regardez Parlez-moi d'ailleurs, l'émission de géopolitique de la chaîne parlementaire. Chaque mois sur LCP, nous essayons d'aller au bout, au fond d'une grande question de politique étrangère. Ce mois-ci, nous avons choisi de sortir des vieux clichés, des sentiers battus, pour évoquer une autre Afrique dont on ne parle pas beaucoup, en tout cas pas assez, c'est l'Afrique qui réussit, l'Afrique qui gagne. Pour évoquer ce miracle africain avec un taux de croissance de plus de 5% depuis l'an 2000, pour évoquer ce miracle africain, trois invités. D'abord, Marie-Roger Biloa, qui est la patronne d'Africa International. Antoine Glaser, sans qui il est impossible de faire une émission sur l'Afrique, c'est le grand spécialiste de l'Afrique, le fondateur de la lettre du continent. Et puis enfin, Pouria Amir Chahi, qui est lui député socialiste, qui a une énorme circonscription qui couvre notamment 16 pays africains. Alors, pour commencer, enfin avant en tout cas d'entamer le débat, je vous propose d'aller faire un tour du côté du Sénégal. On va suivre de près une petite entreprise qui entend rivaliser avec les gros mastodontes, comme par exemple Disney ou DreamWorld. On regarde. Le père du petit héros des Lions Invincibles, c'est lui, Pierre Sauval. Camerounais d'origine, ancien élève des Beaux-Arts de Paris, où il a fait ses gammes de dessinateur avant de créer à Dakar les studios Pictoon. Du dessin animé 100% africain, loin, très loin de Kirikou et sa sorcière. C'est vraiment l'anti-Kirikou parce que c'est une autre vision de l'Afrique. Kirikou, c'est un regard de l'Afrique de l'extérieur. Nous, on a un regard sur nous-mêmes de l'intérieur. En fait, on se sent exister et appartenir à ce village planétaire. Et c'est ce qu'on veut traduire dans ce dessin animé, les Lions Invincibles. Cette Afrique contemporaine, à la fois entre le modernisme et la tradition. Là, c'est l'étape du storyboard. Je suis en train de finaliser les séquences de plans qui vont être ensuite remis aux animateurs. Associé à une femme d'affaires sénégalaise, Pierre Sauval s'est invité sans complexe en 1998 dans le monde très concurrentiel du dessin animé. Face aux poids lourds occidentaux et japonais, l'Afrique partait de zéro. Il a donc fallu tout construire. A commencer par une équipe artistique, aujourd'hui forte d'une quinzaine de membres, tous jeunes et tous africains. Le fait d'arriver à prendre des jeunes qui ne venaient pas d'école d'art, qui souvent n'avaient même pas le baccalauréat, certains étaient électriciens, d'autres maçons, qui avaient juste un don, savoir dessiner, les prendre, sur la base d'un casting bien sûr, leur donner une formation entièrement, ils ont été entièrement formés ici. Et d'arriver avec ces jeunes à un niveau de dessin d'un standard quand même qui est international, c'est ça notre réussite. J'ai corrigé un truc que je vais vous montrer, qu'il faut garder. C'est la finesse, c'est ça le niveau esthétique. Sa crédibilité, Pictoon l'a gagnée en 2000 avec Kabongo, la première série de dessins animés africains diffusée dans tous les pays francophones du continent. Première série et premier défi aux super-héros. C'est dans les BD que je voyais, le BD de Marvel. Il y a, Spider-Man qui m'a beaucoup inspiré, vraiment. Et on peut imaginer que plus tard, on créera des héros pour nos petits frères qui s'identifieront à ces héros qu'on a créés. Pour Pictoon, la difficulté reste de maintenir une activité régulière. C'est pourquoi la publicité et les commandes institutionnelles complètent la production. Pour le dessin animé, le salut passe par l'international. L'Afrique, malheureusement, n'a pas les ressources, ni en termes de chaînes de diffuseurs, ni en termes de producteurs et de coproducteurs, pour elle-même et uniquement elle-même s'atteler à ce dossier de l'animation. On a besoin du monde entier.
Et donc c'est aussi pour ça qu'on a la nécessité de s'associer aussi avec d'autres personnes dans le reste du monde, en particulier en France et en Europe occidentale. Oui, ce qu'on a vu là, c'est l'Afrique qui n'a pas le droit de citer dans les médias. Ça nous change des images sur la famine ou sur la sécheresse. Il y a un miracle africain, puisque il y a en moyenne un déficit budgétaire qui ne dépasse jamais 2%. Il y a un taux d'endettement, si on compare à la France, enfin c'est un modèle, l'Afrique. Le taux d'endettement moyen, c'est 33%. Comment vous expliquez ce miracle dont finalement on ne parle pas assez, en tout cas en France Eh bien, oui, alors, miracle, c'est pareil, c'est toujours pareil. Quand on parle de l'Afrique, on va d'un excès à l'autre. Avant, c'est le continent perdu, l'afro-pessimisme, tout ce qu'on veut. Maintenant, on parle de miracle. C'est peut-être aussi un peu excessif. Oui, mais enfin, on ne peut plus écrire comme l'écrivait le grand René Dumont jadis. Okay. L'Afrique est mal partie. Eh ben oui, c'est ce qu'on a retenu. Elle est plutôt bien partie en ce moment. C'est ce qu'on a retenu. C'est vrai qu'elle est partie avec de gros handicaps, ça c'est vrai. On va en parler tout à l'heure, les handicaps. Oui, absolument. Mais ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on voit dans ce reportage, moi je dirais c'est une forme d'afrocentrisme. Ils font des choses en Afrique qui sont diffusées en Afrique. Parfois, on les voit même pas en Europe, comme là. Vous voyez ce truc-là. Ils le font eux-mêmes. Et ça, vous avez... Il y a une industrie du cinéma qu'on connaît à peine en Europe. C'est au Nigeria, Nollywood, des films qui sont diffusés partout en Afrique et qui font un gros chiffre d'affaires. Je me souviens bien. Voilà. Fespaco. Et il y a le Fespaco, qui est le plus grand festival de cinéma africain qui dure maintenant depuis 25 ans. Ils ont fêté leur jubilé, là. Et où on a de plus en plus de films africains qu'on ne voit en Afrique, qui circulent là-bas avec des difficultés, certes, mais enfin, il y a ce besoin et cette réussite repose aussi sur le fait qu'on arrive à s'auto-centrer, à ne plus considérer que le succès ne vient que de l'Occident et qu'en liaison avec l'Occident, mais que sur place, il y a les ressources, il faut trouver les ressources nécessaires pour réussir. Alors, il y a évidemment des tas de difficultés en Afrique, on ne va pas les nier dans cette émission, mais ça va quand même bien dans des tas de secteurs. Pourquoi on n'en parle pas ici, Antoine Jazer ? On n'en parle pas parce qu'on voit toujours l'Afrique comme un pays, on ne voit pas l'Afrique comme un continent. Et quand il s'agit de l'Europe, par exemple, les gens identifient bien, par exemple, l'Allemagne va très bien, sur le plan économique, mais pas la France, on identifie, alors que l'Afrique, on voit l'Afrique comme un pays, c'est devenu une puissance, ça va être la grande puissance démographique de demain. Il y a 1 milliard d'individus en 2012, il y en aura 2 milliards avant 2050, c'est un formidable marché. Oui, ça fera 20% de la population. 20% de la population mondiale. Les gens ne réalisent pas, par exemple, au niveau des habitants, en 2050, un Africain, un homme sur la Terre sur 4 sera africain. Un pays, par exemple, comme le Nigeria, aura 300 millions d'habitants, aura plus d'habitants que les États-Unis. Il y aura plus de Nigérians sur Terre que d'Américains. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, d'ailleurs. C'est incroyable de voir à quel point, finalement, ce qui est au départ, effectivement, dans une première période, qui est un atout extraordinaire, parce qu'il y a le monde entier maintenant qui vient en Afrique. On parle toujours de la Chine, du Brésil, de l'Inde, mais vous avez des pays, par exemple, comme la Turquie. Vous avez le président, on en parle peu. On n'en parle pas ici, parce qu'on reste quand même très franco-français et dans notre précaré. Mais il y a le monde entier maintenant en Afrique, et on voit bien que, bien évidemment, c'est un marché de consommateurs, bien évidemment que la démographie qui est au départ un atout peut aussi, bien évidemment, sur un certain nombre de pays très pauvres, avec très urbanisés, peut devenir évidemment un handicap et un risque avec des conflits comme on en connaît actuellement, mais globalement, l'Afrique, c'est un pays de jeunes, de gens jeunes. On a l'impression, quand on rentre d'Afrique... De gens jeunes, entrepreneurs qui en veulent. Voilà, on a l'impression qu'ici, c'est maintenant, ici, no future, alors qu'en Afrique, il y a un vrai futur. Ouais, les gens y croient. Hein, oui, mais je pense quand vous allez là-bas, c'est ce que vous constatez. Oui, beaucoup d'optimisme. Et je pense que la culture de l'entrepreneuriat, dont on ne parle jamais parce qu'on ne suppose même pas qu'elle soit africaine alors qu'elle est pleinement africaine, est sans doute liée au fait que pendant des années, des décennies, et dans beaucoup de pays, l'absence de l'État était telle qu'il fallait aussi se reposer sur ses propres convictions, capacités, envies, rêves, utopies, etc. Et des initiatives comme celle-ci, celle qu'on vient de voir là, dans le domaine du dessin animé, il y en a dans tous les domaines. Moi, je me souviens toujours au Sénégal d'une société, alors je vais faire un peu de pub là, ça s'appelle Jocolab. Jocolab en Wolof, ça veut dire la solidarité, et c'est du réseau Internet en fait. Et ils créent des logiciels pour des entreprises françaises, canadiennes, etc. Et ils ont tous été formés
ailleurs qu'au Sénégal, mais pas forcément en Europe. Ils ont été formés aussi en Afrique, en Algérie, au Maroc, etc. Donc il y a un potentiel, un dynamisme en tout cas extraordinaire. C'est sans doute lié à la jeunesse aussi, une démographie, ça a été rappelé à l'instant. La jeunesse va quand même de pair avec l'optimisme, quoi qu'on en pense. Moi, je suis assez triste, c'est vrai, et vraiment, je vous remercie de cette initiative aujourd'hui, parce qu'elle va à rebours justement de ce qu'on voit habituellement. Je suis assez triste de cet afro-pessimisme permanent qui voit que les révolutions... Enfin, qui est plutôt européen qu'africain. C'est ça, voilà. C'est un phénomène. C'est surtout en Europe qu'on parle d'Afrique. En France et en Europe, c'est terrible, parce que c'est cet afro-pessimisme, cette idée que le malheur est consubstantiel au continent africain. Regardez, oui, qui, comme disait l'autre, n'est toujours pas entré dans l'histoire. D'ailleurs, il y a un président qui a dit ça, Nicolas Sarkozy. Et puis quand on monte un peu au nord, regardez les révolutions. On avait fait une émission avec vous ici même sur le printemps arabe. Bon, bien sûr, c'est difficile, mais quand même, c'est une bonne nouvelle que de voir des peuples qui cherchent à s'émanciper, à retrouver leur chemin, même si c'est inquiétant. Donc, c'est bien de commencer aussi par ce bout-là. Il y a des difficultés, on va en parler, et il y a un potentiel extraordinaire. Alors après, il y a plein de choses qui peuvent masquer la réalité, des taux de croissance qui ne sont pas toujours répartis utilement pour la population, énormément de choses. Et puis autre chose aussi, d'ailleurs, des taux de croissance un peu inégaux entre les pays. Et pourquoi est-ce que, vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que, apparemment, l'Afrique anglophone marche mieux que l'Afrique francophone? Enfin, quand on regarde de loin, comme ça, les champions de la croissance sont plutôt anglophones. Tout à fait. Non, c'est lié aussi au type de colonisation, à l'évolution parallèle de ces deux mondes-là. Et puis, d'ailleurs, je dirais qu'il y avait ce fameux mur de Berlin et les divisions qu'il y avait en Afrique étaient d'ordre idéologique. On avait ce qu'on appelait les progressistes et de l'autre côté les modérés. Et ça, c'était ce qu'on voyait comme séparation, comme ligne de démarcation. La vraie maintenant, c'est anglophone, francophone. C'est vraiment des mondes parallèles qui souvent ne se touchent pas et qui évoluent de manière de manière contrastée. Et pourquoi les anglophones? Je dirais que parce qu'à l'origine, on n'a pas eu cette culture, je dirais bonapartiste, colbertiste plutôt, de bureaucratique en France, qu'on a eu en France et dans les colonies françaises, où réussir, c'était être fonctionnaire. Ça n'a jamais été le cas dans les pays anglophones. Au départ, c'était toujours être entrepreneur, c'était toujours dans le business. Bon, évidemment, le monde politique au départ est celui qui fournissait les moyens, c'est vrai, ça a toujours été l'État, était pourvoyeur de réussite économique, mais ça a été développé, ça a été encouragé, ça a été incité, et on a aujourd'hui, le résultat, c'est ça. En Afrique francophone, il y a des pays comme le Congo, où la population, je dirais, il y a 80% des salariés, des gens qui ont un salaire, travaillent pour l'État, par exemple. Donc, c'est des cultures différentes. Et aussi, je dirais, ils ont eu plus de liberté pour conduire leur économie, pour les façonner. Ce qu'on n'a pas toujours eu, les pays francophones, avec une monnaie carcan, qui a aussi des avantages dont on parlera, et aussi des liens historiques qui étaient plus des barrières ou des chaînes. Oui, parce que quand on regarde l'Afrique anglophone, c'est vrai, les chiffres du Ghana, par exemple, ou du Sierra Leone, c'est juste hallucinant. Mais le Kenya également. Peut-être une explication un peu différente, parce qu'il y a un peu de vrai, mais je pense qu'il faut être plus inscrit dans l'histoire immédiate. Ce qui fait la bascule, c'est l'Afrique du Sud. La fin de l'apartheid donne à l'Afrique du Sud un rôle extraordinaire dans cette partie-là de l'Afrique anglophone, qui devient une locomotive de développement économique avec une force motrice incroyable. Ça, parce que quand on regarde... ça n'a rien à voir, le Ghana, le Nigeria, le Kenya. Bien sûr. Enfin, le Nigeria, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est quand même le pays des bonnes et des mauvaises... Oui, mais c'est une vraie puissance, le Nigeria. On ne parle que de ses mauvais côtés. Ce qui a entraîné la dynamique économique de toute cette partie non francophone, du sud jusqu'au nord de l'Afrique, à mon avis, ça a commencé... Ça a commencé, à mon avis, à la fin de l'apartheid. C'est-à-dire qu'il y a eu une configuration nouvelle dans le continent, à mon avis. Et je pense que dans l'Afrique francophone, même si c'est vrai qu'il y a eu cette culture de l'administration, de l'organisation de l'État, etc., il y a aussi une société civile, on l'a vu au Sénégal à l'instant, qui est bouillonnante, qui est entrepreneuriale, qui prend des initiatives privées. Oui, donc, mais les choses ont changé. Je parlais un peu de l'origine, un peu de... Alors, Marie-Roger n'est pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il dit Antoine Glaser? Vous allez départager? Non, je suis bien sûr d'accord avec Marie-Roger Biloaz de l'histoire des fonctionnaires, mais je pense qu'il faut aller au-delà.
La colonisation française, c'était une colonisation assimilationniste. Ça veut dire la France. Mais ça, c'était. Moi, en tant que journaliste, en plus, je suis au-delà du bien et du mal. Donc, je dis pas, c'est bien et mal. C'était une politique très particulière. C'est une politique historique très particulière de l'Afrique à libérer la France. Et il y avait une tendance à vouloir créer des Africains à notre image. Et c'est cette politique assimilationniste, contrairement finalement dans le monde anglophone et où il y a eu des mouvements de libération, etc. La France, c'était son précaré, à garder, finalement il n'y avait pas un criquet qui stridulait sans qu'on sache à Paris ce qui se passait à la capitale africaine. Et donc c'était un carcan, c'était un système intégré, politique, militaire, financier, avec une monnaie d'ailleurs qui continue, le franc CFA, attaché à l'euro à travers un système complexe, compte d'opération à la Banque de France. Tout ça, c'était un système intégré. Et c'est vrai que de créer des uns à notre image, il y a eu un manque comme ça, à un moment donné, de dynamisme du côté africain qu'on voit dans le monde anglo-saxon. L'exploitation des matières premières compte évidemment pour beaucoup dans la croissance africaine. Alors je vous propose de retourner en Afrique. On va aller maintenant à l'ouest du Rwanda, au lac Kivu, qui regorge de méthane. Regardez. Il navigue sur une bombe à retardement, le lac Kivu. Les habitants de Gisenyi l'ont surnommé le lac de la mort. Dans ses entrailles, 300 km3 de gaz, une menace permanente pour les riverains. Dans les années 80, une éruption de gaz dans un lac du Cameroun a fait près de 2000 morts. Émérance vit ici, à quelques mètres du lac Kivu. Elle sait que les volcans situés sous le lac risquent de se réveiller un jour et de libérer leur poison. Nous qui vivons au bord du lac, nous avons peur que tout ce gaz ressorte un jour et nous étouffe. C'est une menace constante pour la vie des habitants de la région. Alexis Kabuto n'a pas peur du lac de la mort. Cet ingénieur considère ce gaz comme une richesse inouïe qu'il faut exploiter. Au niveau où on est maintenant, le lac et tous les gaz qui sont dans ce lac sont complètement maintenus sous pression dans ce lac, de telle sorte que rien en principe ne peut arriver, sauf si après des centaines d'années, on ne fait pas de l'exploitation et que tout le lac arrive à saturation avec les gaz. Pour maintenir la pression à un niveau acceptable, l'entreprise publique Kibuye Power extrait le méthane à 300 mètres de profondeur. Donc ici on est sur la plateforme d'extraction de gaz méthane. Ce méthane est ensuite transformé en électricité. Au début, même Alexis Kabuto était sceptique. Et pourtant, ça marche. C'était un peu une aventure au début. C'est la première fois que cette extraction se passe de cette manière au monde. Nous sommes en salle de contrôle. Bonjour, Aline. C'est là que l'équipe de garde surveille la production. C'est entre 1020 et 1030 kg par heure que vous êtes en train de produire. Le gouvernement rwandais a investi 20 millions de dollars dans le projet du lac Kivu. L'objectif ? Faire du Rwanda le principal producteur d'électricité de la région. Alexis Kabuto estime même qu'il y a assez de gaz pour alimenter le Rwanda pendant les 200 prochaines années. C'est la station 0 qui représente en fait la pylône qui prend l'électricité que nous produisons à partir de ce gaz méthane. Oui, et qui distribue ça dans la ligne nationale. Émérance espère aussi avoir un jour l'électricité. Pour l'instant, à peine 10% des foyers sont raccordés au réseau. Il y a déjà de l'électricité dans le village, mais pas chez moi, je suis trop pauvre. Cette réserve de gaz du lac Kivu a été découverte dans les années 40. À l'époque, on rêvait d'exploiter ces ressources naturelles. C'est devenu une réalité. Le Rwanda espère développer son économie et devenir un pays émergent d'ici 2020 grâce à ce trésor qui dort sous le lac Kivu.
Alors, avant ce reportage, on parlait des 2 premiers piliers de la croissance africaine, l'esprit d'entreprise, la démographie. Il y en a un autre pilier considérable, ce sont les matières premières. Et il n'y en a pas seulement dans le lac Kivu, du gaz, du minerai de fer, du pétrole, enfin il y en a partout. C'est de véritables enjeux pour la plupart des pays émergents qui viennent en Afrique. Ce sont les matières premières, c'est les matières premières stratégiques. Là, on parle du gaz dans le lac du Kivu, mais il y a également de coltan. Les gens ne se rendent pas compte que, par exemple, quand ils ont leur portable, les terres rares, les minerais et autres, c'est ce qu'ils ont dans leurs appareils. Et il faut comprendre, pour faire comment ça a commencé, ça veut dire les grandes matières, l'exploitation du pétrole, ça s'est fait d'abord offshore, ça s'est fait autour du continent africain. Actuellement, il y a encore dans tout le golfe de Guinée, du Nigeria à l'Angola, il y a encore une exploitation incroyable dans des blocs en offshore très profond. Il y a un véritable bagarre, la bagarre de demain, ça sera entre Chinois et Américains. Les Américains ont décidé que tout ce golfe de Guinée, ils allaient importer 25% de l'ensemble de leur consommation pétrolière de l'Afrique, alors que c'est actuellement à 15%. C'est pour éviter finalement le golfe Persique, pour essayer d'équilibrer les risques avec le canal de Suez. Et avant, c'était tout autour du continent. D'abord, c'est plutôt sur l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il y a des enjeux. On le voit à lac Kivu, mais aussi sur toute l'Afrique de l'Est, dans les pays comme le Mozambique ou autres. Il y a tous les pétroliers qui sont vraiment à l'affût. Et vous allez avoir maintenant, ça va être l'intérieur du continent. On le voit avec le lac Kivu, mais vous savez, on parle du conflit beaucoup, la plupart du temps, du Mali, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais bien évidemment que si vous avez des recherches pétrolières dans le sud de l'Algérie, le sud de la Libye, vous pensez bien qu'il y a également, bien évidemment, du pétrole et des matières premières extraordinaires dans les pays comme le Mali, le Niger, la France qui exploite son uranium. On parle toujours de l'uranium civil, mais c'est aussi de l'uranium militaire pour la force de dissuasion française. Et deuxièmement, bien évidemment, que le nord du Tchad aussi. Donc je veux dire, on ne se rend pas compte, c'est absolument fantastique. D'abord parce que c'était longtemps une Africa incognita, ça n'a pas été exploré. Et là, on commence tout juste à explorer un continent fabuleux sur ces matières premières. Il y a plus de choses dans les sous-sols africains que dans les sous-sols européens. Mais c'est les sous-sols européens, on a encore dans le gaz de lac, on continue à gratter, mais je veux dire, en dehors du gaz de schiste, c'est pas le sujet à l'ordre du jour, mais je veux dire, en dehors du gaz de schiste, en France, ça a été exploré, pas en Afrique. Oui, non, je suis entièrement d'accord, et je voudrais dire que avant, quand on était à l'école, même au début, là, on faisait la liste de ce que les pays avaient. C'était 2-3 minerais, Cameroun, bauxite, Niger. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut dire, sans avoir peur de se tromper, que tous les pays africains, sans exception, ont des ressources minières. Tous. Soit le pétrole, soit le gaz, soit l'or, le diamant, le bauxite, etc. C'est quelque chose de fabuleux. Et là, Antoine a raison. On a commencé par les côtes, mais aujourd'hui, si on regarde tous les pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, même la Mauritanie, tous. Donc, c'est quelque chose de formidable qui est en train de se passer. Les pays se retrouvent face à des ressources absolument gigantesques qu'il faut exploiter. Donc, on a beau dire, l'administration est lourde souvent, la bureaucratie, on parle de corruption, tous ces clichés-là. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, la Chine, je dirais les nouveaux venus sur la scène de la mondialisation, eux, n'ont pas toutes ces lourdeurs et ces certitudes ancrées. Ils vont en Afrique parce qu'ils savent qu'il y a des choses à faire. La Chine, ça y va, c'est le premier partenaire. C'est le premier partenaire aujourd'hui. Absolument. 166 milliards d'échanges. Alors que c'était l'Union européenne. Ouais. L'Union européenne qui a établi des procédures impossibles à surmonter. Vous savez qu'il y a des budgets qui sont alloués à beaucoup de programmes, on va pas mais on n'arrive pas à les utiliser parce que dans les États, on n'a pas la capacité de faire tous les dossiers et de remplir toutes les exigences de l'Union européenne qui traite avec les pays africains. Parce qu'il y a aussi des pratiques de corruption, qui traitent tous les pays africains comme des pays corrompus et on s'adresse à des enfants qui ne doivent pas faire d'erreurs et sur lesquels il faut taper sur les doigts. Eh bien, cette attitude-là est en train de bloquer. Vous dites que les Européens sont trop paternalistes avec les Africains. Mais certainement, ils ont une longue histoire et c'est très difficile de déraciner tous ces clichés-là, de se rendre compte que l'Afrique, c'est autre chose. Il y a tous les problèmes qu'on connaît, mais derrière les problèmes, il y a un essor absolument historique, gigantesque. L'essor aujourd'hui, le développement, la croissance, c'est l'Afrique aujourd'hui. Donc si on reste dans un problème politique, si je peux me permettre. Oui, non, mais les problèmes, on ne les nie pas du tout. Oui, mais je voudrais juste développer cette idée, c'est que, bien sûr, il y a tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire ça regorge de richesse.
Mais pour le moment, et ça explique les taux de croissance de PIB. Ça ne contribue pas pour l'instant à l'émancipation, au développement, à des infrastructures. Mais c'est le début. On est au début d'un processus. Oui. Donc, c'est bien d'être optimiste. On est là pour ça aujourd'hui. Mais je pense que c'est justement précisément la question politique qui est posée. C'est-à-dire, quels sont les modèles de développement économique que les sociétés civiles africaines, que les Africains eux-mêmes sont en capacité désormais de construire compte tenu de ces richesses-là. Parce qu'ils vont être obligés, tous les Africains, de faire reposer les sociétés en réorganisation aujourd'hui sur 2 pieds. Un pied politique, démocratique, et un pied de développement économique qui ne peut être fondé, sauf à vouloir le chaos généralisé, que sur la répartition des richesses et la participation de tous aux bénéfices. Ça, c'est excellent, l'histoire de modèle. Quel est le modèle ? Et c'est ça, l'Afrique manque, les pays africains, beaucoup, manquent de vision. Je voudrais ajouter une deuxième dimension, donc c'est cette dimension économique, c'est important. C'est aussi la dimension écologique. Et là, on était en plein dedans sur le gaz. Un continent aussi riche en matières premières va être l'objet d'exploitation de ces mêmes matières premières. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Oui, bien sûr. Par qui ? C'est une question essentielle. Question de souveraineté, il vaut mieux que les Africains eux-mêmes prennent aussi en charge tout ceci. Mais ça va poser des problèmes. Aujourd'hui dans le passé. Ça commence et c'est bien. Et de toute façon, moi je pense qu'il faudra à terme, en Afrique comme dans le monde entier, aller vers des consortiums publics-privés de gestion des ressources humaines utiles à l'humanité. Parce que sinon, c'est la concurrence des nations entre elles, des grandes multinationales entre elles. Et demain, ça, c'est la guerre. Ça vaut pour l'eau aussi, en l'occurrence. Mais c'est encore un autre sujet. Là, en l'occurrence, la question, elle est écologique. Parce que toute l'exploitation de ces matières premières va être, si on y prend garde, une ruine pour la planète. On va accélérer tout ce qu'on essaie de combattre par ailleurs en termes d'augmentation de l'effet de serre, etc., etc. Il faut vraiment y prendre garde. Et vous auriez pu, bon là, il n'y avait pas la place, mais je suis sûr que vos équipes auraient trouvé ça, des militants de l'environnement, de la préservation de la nature et de la planète en Afrique, sont très nombreux. Eux, il faut les écouter parce que ce sont vraiment des militants utiles, y compris au regard de ces enjeux de développement économique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec des députés. C'est-à-dire ce problème, le problème des Africains actuellement, c'est vraiment celui-là. Ça veut dire matières premières exceptionnelles, le développement accéléré avec des pays émergents comme la Chine, mais il ne faut pas non plus, on a longtemps critiqué la colonisation, les colonisateurs qui faisaient à la place des Africains, avec il y avait des vingtaines, des 30 000, beaucoup d'assistants techniques qui remplaçaient un peu des Africains. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça soit la même chose pour la Chine. Il ne faudrait pas non seulement que les Africains aient une substitution, ça veut dire que les Chinois arrivent et qu'ils fassent à la place des Africains en disant vous nous donnez vos matières premières, on prend vos permis, puis on fait à votre place, on fait venir, on sait qu'il y a quand même que les Chinois n'arrivent pas seuls, ils arrivent et bien évidemment il y a une sorte de colonie de peuplement dans un certain nombre de pays, on a vu comment ils faisaient, puis les Angolais eux-mêmes, évidemment les nomenclaturas, il faut quand même rappeler dans un certain nombre de pays africains, vous avez des chefs d'État qui sont depuis 30 ans au pouvoir et qui vous disent carrément, ils vous disent moi ça me dérange pas d'avoir 30 000 Chinois chez moi, je vais accélérer, je veux développer, ils ont besoin d'argent, l'Exim Bank chinoise leur donne des centaines, des millions de dollars et ils ont tendance déjà dans un certain nombre de pays à faire à la place des Africains, ils vous disent voilà c'est vrai, ils sont pas habitués, nos Chinois ils travaillent plus vite, plus longtemps, etc. Donc tout ça n'est pas sans risque, d'autant qu'on sait qu'en 2050, il va y avoir 300 millions de jeunes Africains sur le marché du travail. Je voudrais rajouter aussi un autre sujet par rapport à la Chine, mais parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez encore une fois évoqué la bureaucratie, etc. etc. Moi, les chefs d'entreprise que je rencontre, j'ai en tête plusieurs échanges avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire en particulier, et au Niger. Ils vous disent, nous on a un problème, c'est qu'on essaye de plus en plus de respecter les normes qu'on nous impose, ressortissants de pays OCDE, sur les appels d'offres, les marchés, etc. On est les meilleurs sur tel ou tel secteur. Des entreprises chinoises ou autres arrivent et ils s'embêtent pas avec ce genre de procédure.
Les bakchis, ça y va. Alors, je voudrais pas, si des amis chinois nous écoutent, qu'ils croient que je les accuse, eux, en tant que tels. Ils sont pas les seuls quand même. Voilà. C'est qu'il y a... Oui, mais sauf que dans des secteurs où plus que les autres. Voilà, c'est ça. Mais dans les secteurs où les PMI, PME, elles, sont pas du tout dans ces logiques, ça pose des difficultés lourdes. Parce que du coup, c'est le schéma, c'est bureaucratie d'un côté ou corruption de l'autre. Faut faire attention. Entre les deux écueils, on peut essayer d'inventer un modèle un peu plus construit. Voilà. D'abord, je dirais que pour parler de la Chine, la première chose à dire, c'est que ça nous amuse, nous les Africains, quand on nous met en garde contre les Chinois. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, les Européens ont considéré l'Afrique comme un repoussoir, un objet de plainte et de compassion, ou alors qu'il fallait endiguer parce qu'il y aura l'immigration. Et pendant longtemps, et je rappelle toujours que c'est en France que j'ai entendu pour la première fois le mot afro-pessimisme, qui a été repris après par les anglophones, etc. Donc, on a considéré, et j'ai vu souvent les chefs d'État, les ministres, tous des responsables africains qui venaient en France pour dire venez investir chez nous. Et on leur disait, il manque tout, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas si. Et on leur disait, mais attendez, mais justement pour qu'on ait tout ça, venez investir. Ah oui, non, on n'a pas. Alors c'était vraiment très très dur. Et c'est à partir du moment où on a vu les Chinois arriver, qui eux se disaient on peut travailler là-bas, que l'Europe à nouveau s'intéresse, se disent oula, ah ben oui, il y a peut-être quelque chose à faire, alors qu'ils étaient en pôle position. Ça, c'est la première chose. Ouais. Mais maintenant, là où je vous donne raison, c'est que les Africains sont menacés. C'est pareil, lorsqu'il y a eu une telle affluence d'un coup, beaucoup d'argent, et que c'est d'autres qui semblent décider à leur place, ça c'est grave. C'est à eux de faire les feuilles de route, de définir les cadres dans lesquels les Chinois et peu importe les Indiens doivent investir. C'est à eux d'avoir la vision de leur avenir. Et j'aime bien le mot quel modèle de développement pour l'Afrique. Ça, beaucoup ne l'ont pas encore. Et nous, on passe notre temps à dire, c'est à vous d'avoir, qu'est-ce que vous voulez faire de votre pays ? C'est pas aux Chinois de dire, nous, on vient faire ça, alors voilà l'argent et on le fait. C'est de dire, c'est à nous de définir les projets. Est-ce que c'est vraiment le cas, Antoine Glaser ? Est-ce que les Chinois ne sont pas aussi des prestataires de services, comme les Indiens d'ailleurs ? Oui, mais et non pas des colonisateurs, non pas des nouveaux colonisateurs. Ils ont en même temps, pour l'instant, on ne peut pas dire voilà, sont des nouveaux colonisateurs, mais c'est vrai qu'il y a quand même des colonies de peuplement à un certain nombre d'endroits. C'est vrai qu'ils ont besoin, voilà, c'est-à-dire ce continent pour eux, c'est absolument extraordinaire. Mais il faut comprendre que la force de la Chine, les anciennes puissances coloniales, d'une façon absolument fascinante, chacun est resté dans son précaré. Les Français dans leur précaré francophone, même si vous discutez avec des patrons français, ils vont dire c'est pas vrai, il y en a, on va en Afrique du Sud, on va au Kenya. Mais la majorité, les entreprises françaises ont été habituées à travailler, quand même accompagnées et politiquement et financièrement dans le précaré français des 14 anciennes colonies françaises. Et alors que les Anglais sont en Sierra Leone et autres, les diplomates, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont entre eux dans les coulisses, ils disent dites donc, si vous avez arrêté, votez notre résolution sur la Côte d'Ivoire et on vous promet qu'on n'invitera plus Robert Mugabe, votre diable, dans nos sommets franco-africains. Ce sont des deals entre diplomates, ça ne se dit pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors que les Chinois, ils sont sur l'ensemble du continent, ils sont dans tout pays. Ils sont d'abord dans les matières premières et maintenant ils commencent à grignoter. Ils ont d'abord matières premières, ensuite le bâtiment. Ils ne sont pas encore trop dans les télécoms, mais ils arrivent dans les télécoms. Ils sont un peu partout. Alors le commerce, n'en parlons pas parce que alors là ils déversent des tombereaux de leurs produits. Mais je veux dire, ils sont sur l'ensemble du continent. Ils ont les financements et ils ont ce que la France avait du temps du précaré. Ça veut dire quand il y avait un ou deux types, il y avait De Gaulle, Foccart qui étaient à l'Élysée et ils étaient un système totalement intégré. Et les Chinois, avec le Parti communiste chinois, c'est eux, il n'y a pas de guerre franco-française. Alors souvent, les entreprises françaises se tirent la bourre ou se concurrencent et ne travaillent pas, comme disait Jacques Chirac, en meute, quand il y a en Libye, ailleurs. Les Chinois, c'est le Parti communiste chinois qui décide, et ils disent à telle entreprise, toi tu prends ça, ils répartissent. C'est une grande force. Est-ce que je peux faire le journaliste une seconde ? Est-ce que c'est vrai, je vous pose une question, est-ce que c'est vrai qu'il y a plus d'1 million de Chinois en Angola, c'est ça ?
ça? C'est ce qu'on m'a dit? Oui, non, il n'y a pas autant. Il n'y a pas 1 million. C'est sur le continent, je crois. Non, c'est pas 1 million. Non. En tout. On m'a dit ça avant, je trouvais 50 000 à Luanda en train de faire des Algérie, il y a 20 000, par exemple. Maintenant, on a parlé de ce beau décor du miracle africain, mais enfin, il y a aussi une face noire. Hein, on va l'évoquer. Parmi les handicaps, il y a évidemment la condition des femmes, dont 55% ne savent ni lire ni écrire. Il y a vraiment un gros problème de la condition de la femme en Afrique. Il y a un contre-exemple qu'on est allé voir. Il y en a plein de contre-exemples, bien sûr. Un contre-exemple, c'est cette réalisatrice sud-africaine que nous sommes allés interroger, Teletso Catalianero. On regarde. En ce dimanche d'avril, les 16e de finale de la traditionnelle Nedbank Cup se disputent dans une cité minière du centre du pays. La prestigieuse équipe des Chiefs rencontre le Football Club du Cap. Les supporters ont fait des centaines de kilomètres pour assister au match. Les autres, comme des centaines de milliers de Sud-Africains, le suivront en direct à la télévision. Sans savoir qu'aux commandes de cette retransmission, l'un des réalisateurs est une femme. Elle s'appelle Keletso Totlaniyo, elle a 40 ans. Elle est la seule femme réalisatrice de direct de football en Afrique et peut-être dans le monde. Couvrir un match, c'est raconter une histoire. Et si vous ne rentrez pas dans l'histoire, vous ne pourrez jamais la raconter. Nous sommes complètement immergés dans le match. Et c'est comme ça qu'on peut facilement raconter l'histoire. Pour en arriver là, Keletso a dû vaincre une double discrimination. En tant que femme dans le milieu machiste du football et en tant que noire dans le monde de la télévision sud-africaine, domaine longtemps réservé aux Blancs. Keletso travaille pour Supersport, une chaîne payante entièrement consacrée au sport. Créée il y a quelques années à peine, basée à Johannesburg, elle dispose d'une vingtaine de canaux et diffuse sur tout le sud du continent africain. 14 réalisateurs assurent les retransmissions des matchs de foot en Afrique du Sud, mais également à l'étranger. Sur ces 14 réalisateurs, seuls 4 sont noirs, dont Keletso. Nous sommes vraiment ravis d'avoir une femme réalisatrice. Nous ne l'avons pas prise parce que c'est une femme, mais parce qu'elle a le niveau requis pour remplir cette fonction. C'est très important d'avoir une connaissance du jeu, de savoir ce qu'est la télévision, le travail des caméras, le montage, et de savoir travailler sous la pression. Comme vous le savez, dans les équipes, il y a une majorité d'hommes. Donc il faut une grande confiance en soi pour travailler avec des hommes. Et tout ça dans une ambiance tendue. Elle a toutes ses compétences. Donc vous avez entendu, la première chose que vous avez à faire, c'est d'enregistrer l'interview des entraîneurs à 14h. Et puis on aura l'antenne, je pense que ce sera à 14h05. On a l'antenne combien de fois? Apparemment aussi à 14h22. 2 fois? Oui, à 14h22. Ce n'est pas la peine de me dire tout le temps ce que vous faites, c'est moi qui contrôlerai vos images. Je pense que son style, comme c'est une femme, a quelque chose de plus maternel, de plus attentif dans sa façon de communiquer. Alors qu'un homme peut être plus dur, plus rigide dans sa façon de parler. Mais elle est aussi créative, elle assure bien. Il faut juste faire attention à son langage. C'est tout. Keletso est maintenant une grande professionnelle, mais c'est aussi une mère de famille. Elle a à cœur de ne jamais rater le rendez-vous quotidien de 16h30 à la crèche. Kenelwe, la petite dernière, elle a 1 an et demi. Keletso a une autre fille de 15 ans, 2 enfants donc, qu'elle élève seule. Et ce n'est pas simple quand on a un boulot qui a tendance à empiéter sur la vie privée et que la plupart des week-ends sont pris par les matchs de football. Keletso habite un quartier résidentiel de Johannesburg. Sa réussite professionnelle lui a permis d'accéder à cette middle class noire, encore très minoritaire, mais qui s'élargit au fur et à mesure que s'ouvre l'accès aux carrières jadis réservées aux Blancs. Elle dispose d'un revenu 7 fois supérieur à la moyenne de la population noire.
elle est propriétaire de son appartement. Quand elle peut dégager 1 ou 2 jours dans son planning, Keletso retourne dans son village natal. Coco. Les parents de Keletso ont toujours vécu ici, même lorsqu'ils allaient travailler loin, chez les Blancs. Sa mère a 70 ans, elle était femme de ménage. Son père en a 76, il a travaillé dans les chemins de fer et l'hôtellerie. Elle a grandi ici comme tous les autres enfants, mais il y avait des signes qui indiquaient que c'était une fille intelligente, même toute petite. Elle est allée à l'école. Non, nous ne l'avons jamais emmenée à l'école. Elle y est allée par elle-même. Parce qu'il y avait un autre enfant avec qui elle restait tout le temps. C'était l'enfant de la sœur de sa mère qui habitait ici. Lui, il était plus grand que Keletso, et quand il est allé à l'école, elle a dit « J'ai toujours joué avec lui, alors maintenant, je dois moi aussi aller à l'école. » Et sans le dire à sa mère, elle s'est faufilée pour partir à l'école. Je suis très fière de ma fille. Parce qu'elle a grandi ici, dans la région la plus reculée d'Afrique du Sud. Il arrive que l'on soit démoralisé par son environnement. Mais vous, en tant que personne, si vous avez le sentiment que vous pouvez faire face aux conditions difficiles de votre environnement, alors vous devez le faire. Alors, Marie-Roger Bilois, Keletso Tatlaniao, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Hein. Les femmes n'ont pas vraiment leur place aujourd'hui en Afrique. Non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On ne peut pas dire que les femmes n'ont pas leur place, parce que c'est les femmes qui font tout. C'est-à-dire peut-être... Vous dites qu'il n'y a que les femmes qui travaillent, non? Beaucoup, non, les hommes travaillent un petit peu aussi, mais... 80% par exemple du commerce informel transfrontalier est fait par les femmes. Oui. Il paraît qu'elles constituent 70% de la force agricole. Tout à fait, par exemple. Donc elles travaillent, elles sont très présentes. C'est peut-être dans le domaine politique. Non, je parlais de place, je ne parlais pas de travail. C'est peut-être dans le domaine politique. Société, voilà. Oui, c'est vrai. Dans le domaine de décision. De Dakar en 2010, il y avait une marche des agriculteurs. En fait, c'était que des agricultrices. Voilà. Donc les femmes sont présentes. Et c'est peut-être dans le domaine politique où on ne les voit pas beaucoup, c'est pareil aussi en Europe, on doit dire qu'elles se battent encore pour être bien représentées. Et en Afrique, il y a des associations puissantes de femmes. Je pense par exemple à une qui s'appelle Femmes Africa Solidarité, qui est vraiment panafricaine, c'est-à-dire on a des femmes du nord au sud, des anglophones et des francophones, ce qui est absolument rare, et qui inclut des femmes comme la nouvelle présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Zuma, ou Ellen Sirleaf Johnson, qui est présidente au Libéria, n'est-ce pas? Il y a 2 femmes présidentes, il ne faut pas l'oublier, au Libéria et au Malawi. N'est-ce pas, Madame Banda. Oui, sur une 50aine de pays, ça ne fait pas beaucoup, mais enfin, en Europe, on n'a pas de leçons à donner. Exactement. C'est-à-dire que c'est un processus difficile. Dans le monde entier, les femmes sont assez opprimées, il y a du sexisme, c'est partout. Mais en Afrique, il y a un mouvement, surtout dans les pays non musulmans, parce que là, on voit un recul. On voit un recul en Tunisie, on voit un recul peut-être au Maroc, peut-être pas dans la même ampleur, mais... Voilà. Et il y a une avancée des femmes. Et elles sont extrêmement solidaires. Et je peux dire, par exemple, que Ellen Sirleaf Johnson, qui a été élue présidente au Libéria, c'est beaucoup grâce aux associations de femmes. C'est beaucoup grâce aux associations de femmes. Et maintenant aussi, l'Union africaine, juste cet exemple aussi, la commission de l'Union africaine a réussi à faire une parité totale. C'est-à-dire, sur les 10 commissaires, il y a 5 hommes et 5 femmes. Et à l'échelle continentale, ça, c'est une performance qu'il n'y a pas à l'Union européenne, par exemple. Les commissaires sont en majorité des hommes. Donc, les femmes sont extrêmement dynamiques et bientôt, on va les voir de plus en plus prendre des postes de responsabilité. Alors, dans cette face noire du miracle africain, il y a aussi autre chose, ce sont les inégalités, la pauvreté qui persiste. Absolument, ça veut dire on annonce toujours des taux de croissance exceptionnels. Et qui profitent surtout à quelques-uns. Souvent, d'abord, il faut savoir que dans beaucoup de ces pays, il y a non seulement une mauvaise gouvernance, mais il y a beaucoup de népotisme. Ça veut dire il y a souvent un chef d'État avec sa famille, ou comme on dit en Afrique, son clan, ou sa famille élargie qui reste au pouvoir. Très peu de redistribution, énormément d'inégalités. Il y a encore 400 millions d'Africains qui vivent avec un dollar, en dessous $1 par jour. Donc il faut vraiment comprendre, un peu exactement comme sur d'autres continents. Je veux dire, on peut évidemment voir, selon l'angle, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein.
Le grand danger en Afrique actuellement, c'est l'effondrement des États, l'effondrement des institutions. On en parle peu. On en parle peu, pourquoi ? Parce que finalement, le domaine de l'éducation et de la santé, tous les domaines de souveraineté, sont de plus en plus finalement une sorte de substitution avec des grandes fondations et des grandes associations privées de l'extérieur. Et c'est ça le vrai danger. C'est que finalement, vous avez alors bon, bien sûr, on peut pas... C'est très difficile à critiquer, l'Afrique, ce que j'appellerais d'une façon un peu radicale, l'Afrique des belles âmes. Ça veut dire des gens qui aident l'Afrique pour s'aider eux-mêmes, pour soit gagner leur paradis, soit faire énormément d'argent, comme même les organisations internationales. Je veux dire, la Banque mondiale, par exemple, ou le FMI, ils sont pas très heureux quand les États-Africains remboursent leurs prêts, parce que eux-mêmes, les cols blancs, ils vivent de ces prêts, et donc ils vivent dessus. Donc c'est vraiment la difficulté, le vrai risque, c'est l'effondrement des États. Ça veut dire que finalement, avec l'argent qu'ils reçoivent de grands pays comme la Chine et autres, vous avez une sorte de nomenclatura qui vit extrêmement bien. Il y a quand même des retombées pour l'ensemble du pays, mais la réalité, c'est que les institutions ne fonctionnent plus en Afrique. La justice, la police, la police, la souveraineté, etc. D'ailleurs, on voit bien pourquoi la France, par exemple, dans un pays comme le Mali, parce qu'il n'y a plus d'armée malienne, mais c'est pas nouveau, c'est pas dans la chose. Ça, je pense que c'est le point fondamental, c'est-à-dire qu'au-delà de l'armée, ce qui explique la situation au Sahel, c'est justement l'effondrement des États. Et quand on prend l'exemple du Mali ou du Sénégal ou même du Niger, c'est quand même intéressant parce que dans les années 90, où il y a l'affirmation des démocraties naissantes au Mali, par exemple, au début des années 90, dans le même temps, il y a les plans d'ajustement structurel du FMI. Et au moment où se consolident les États, ils essaient de s'affirmer, de se territorialiser pour avoir des services publics, santé, éducation, c'est des grands programmes à l'époque, on leur dit dans le même temps, il faut privatiser, il faut en gros lâcher l'essentiel de ce qui peut vous permettre au contraire d'assurer du régalien, de la justice, etc. Résultat, les États s'effondrent. Je vous donne 2 exemples. Il y en a un au Sénégal. À Saint-Louis de Sénégal, que je connaissais bien, il y avait une ligne de train qui reliait Saint-Louis à Dakar. C'est la ligne de train coloniale, historique, etc. Le FMI leur dit, il faut couper, parce que plan d'ajustement structurel, etc., le néolibéralisme des années 90. Plus de ligne de train, résultat, Saint-Louis est plus proche de la Mauritanie que de sa propre capitale. Résultat, au bout de 10 ans, des madrassas partout. Et pas des sympas, pas des malékites, etc. C'est-à-dire que c'était pas dans la culture de Saint-Louis, etc. Regardez l'exemple du Niger. Mamadou Issoufou est élu au Niger en disant, entre autres programmes, il y en a 2. Il y a la souveraineté alimentaire, on peut comprendre, et pour cause, et la scolarisation obligatoire, très courageux, des filles et des garçons de 3 à 16 ans. Personne ne l'aide. Il n'y a pas de... Bon, il n'a pas les moyens. Lui-même aurait peut-être dû faire un peu plus, mais il n'y a pas de vrai sous-soutien. Pas autant que de vrai. Oui, mais il n'y a pas de vrai plan de soutien. Résultat, la même chose, c'est-à-dire que toutes les écoles républicaines qu'il voulait ouvrir partout, à la place, qu'est-ce qu'il y a eu ? Des madrassas. Donc la question de l'État, elle est centrale. Un État territorialisé. Et je voudrais juste préciser un autre point. Vous avez dit quel est l'ennemi de l'Afrique ? Il y a ça, il y a la drogue. Il faut en parler. Le fait que drogue, la corruption dont on a déjà parlé. Oui, mais la drogue qui est en train d'être un venin qui inonde le continent depuis que les États-Unis ont réussi à couper la ligne de liaison entre la Colombie et leur propre marché intérieur. Tout passe maintenant par le golfe de Guinée. Tout arrive en Guinée, Bissau. Je rappelle que c'est à partir de la Guinée qu'arrive la drogue et que ça circule sur toute la bande sahélienne. Et le fait, et c'est ça qui fait qu'il y a des zones de trafic. Et qui est l'ennemi de l'État dans ces pays-là ? Les trafiquants, évidemment. Donc, la jonction de 2 intérêts, les intérêts néolibéraux des années 90 et les intérêts des mafieux, des trafiquants, des narcotrafiquants, ont permis à ces États dans le Sahel de s'effondrer totalement et de faire le lit des intégrismes, des obscurantismes et de tous ceux qui profitent de la pauvreté. Bonne transition, c'est à vous maintenant Marie-Roger Viola. Il y a un autre danger, l'islamisme. Oui, c'en est un. Et je crois qu'on ne réalise pas assez les risques qu'encourent les pays actuellement. C'est-à-dire, il y a des États qui sont encore assez faibles, les institutions qui tâtonnent encore, et on a une volonté forte de pays comme l'Arabie Saoudite d'islamiser le continent.
Et donc, on a vu, et nous, on signale ça depuis très longtemps. Regardez le Nigeria. Bon, on a maintenant Boko Haram qui fait beaucoup de dégâts et qui a enlevé justement une famille française. Heureusement, ça s'est bien terminé, elle a été libérée. Mais Boko Haram a une des ramifications maintenant jusqu'au nord du Cameroun. Et ils étaient au Mali jusqu'à ce qu'on les repousse aussi avec cette guerre-là. Voilà. Et on a tous les jours des signes d'une forme de radicalisation de l'islam dans les pays africains. Et ça, on avait jusqu'à maintenant la coopération avec certains pays comme l'Arabie Saoudite, certains pays du Golfe, qui attachaient leur aide à la construction de mosquées, etc. Bon, ça, on se disait, ça mange pas de pain. Et je me souviens qu'au Burundi, un pays qui était tout sauf musulmans, les musulmans faisaient peut-être 1%. Maintenant, un jour, j'arrive là-bas, il y a 5-6 mosquées, il y en avait 3 dans la capitale, et un peu plus, 5-6 mosquées d'un coup dans un tout petit pays. Et le ministre des Affaires étrangères m'expliquait, bah oui, ça, lorsqu'on veut de l'argent, il faut aussi faire une mosquée, etc. Il disait, ça ne nous gêne pas beaucoup, mais le résultat est qu'il commence à y avoir des frictions, que le gouvernement a dû faire donner des consignes ou bien se bagarrer avec certains qui voulaient qu'on introduise je ne sais plus quoi dans quelle loi. Enfin, donc il y a ce problème-là. Et l'islamisation radicale est toujours un recul. C'est-à-dire si cette avancée vers le sud du Sahara se confirme et que, en fait, si on regarde sans rien faire, on a déjà vu au nord du Nigeria des chrétiens qui ont été repoussés, expulsés. Et maintenant, ils sont dans les bidonvilles autour de la capitale. Enfin, la capitale, c'est Abuja, mais disons de Lagos et d'autres grandes villes. Et moi, je vois un problème. Et qu'on ne relève pas assez. On parle que du Mali, on se dit va être un nid de djihadistes, mais c'est pas seulement là. Il faut regarder ailleurs et voir comment ça peut être stoppé, quoi. Oui, c'est le relais. On dit les États s'effondrent et à partir du moment-là, c'est là où vous avez la montée d'un certain nombre d'islamisme radical. Mais c'est religion, argent. C'est là, à partir du moment où il y a un effondrement des États, à ce moment-là, vous avez effectivement, c'est ceux qui donnent de l'argent qui contrôlent. La réponse à ces fléaux, c'est le développement démocratique et la construction de vraies institutions. Alors, merci à vous trois, d'avoir apporté de l'optimisme, quand même, malgré cette conclusion un peu délicate, de l'optimisme dans cette émission globalement optimiste. Un grand merci à Jean-Marc Pailloux qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Parlez-moi d'ailleurs.